Au travers de sa photographie, ce que cherche à faire un photographe, c'est à exprimer une intention. Pour exprimer cette intention, le photographe, bien sûr, va être aidé par l'appareil photo, donc qui va constituer l'outil, j'allais dire, principal avec lequel il va pouvoir travailler. Mais le but, ça va être de réussir à communiquer à cet outil sa vision pour que, effectivement, l'appareil photo fabrique la photo, enfin l'image dont on s'était fait la représentation. Alors pour communiquer avec ce boîtier, eh bien il faut être en maîtrise de ce que j'appelle la grammaire de la photographie. Alors la grammaire de la photographie est constituée de trois piliers principaux. Il y en a d'autres, mais c'est les trois piliers fondamentaux qui vont te permettre de justement donc de traduire en actes techniques auprès de l'appareil photo pour fabriquer l'image. Alors le premier pilier, c'est la maîtrise de la valeur ISO, c'est-à-dire de régler la sensibilité à la lumière de ton capteur. Donc le capteur, c'est la surface sur laquelle va se former effectivement la photographie. Le deuxième point, c'est de maîtriser le temps de pause. Donc c'est le fait de savoir est-ce que l'on veut figer l'action, glacer l'action au 500e de seconde par exemple, ou alors est-ce que l'on veut au contraire traduire une illusion du temps ou de mouvement en allongeant le temps de pause. Par exemple, plusieurs secondes, pourquoi pas 30 secondes. C'est-à-dire que tout ce qui se passe devant l'objectif pendant 30 secondes va être mémorisé sur la surface du capteur. Le troisième pilier, ça va être de maîtriser ce que l'on appelle la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est cette zone de netteté dans une photo. Cette zone de netteté dans laquelle les éléments ils sont acceptablement nets. Et à l'exclusion de cette zone de netteté, donc, les éléments sont flous ou partiellement flous. Alors le but de cette maîtrise de la profondeur de champ, c'est de savoir quels détails, quelles informations tu veux rendre identifiables, compréhensibles par la personne qui va regarder ta photo. Donc dans ce cas de figure, soit que tu veux qu'il y ait beaucoup d'informations, donc on est plutôt dans le cadre d'une photo descriptive, informative, ou alors à l'inverse, lorsque tu veux que la zone de netteté soit extrêmement réduite, restreinte, tu veux que il y ait un minimum d'informations qui soit perceptible, compréhensible par la personne qui visionne ta photo. Et donc, à l'exclusion de cette zone de netteté, tu veux pas que les autres éléments brouillent le message, l'impression, le sentiment que tu veux faire passer. Donc, pour te dire que la maîtrise de la profondeur de champ, c'est vraiment quelque chose d'essentiel en photographie. Donc, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est justement de nous attarder sur cette fameuse profondeur de champ et d'apprendre à mieux la connaître. Parce que plus l'on connaît quelque chose, plus on est en maîtrise de cette chose. Plus on est en maîtrise de cette chose, plus on a du pouvoir sur cette chose. Nous, justement, sur cette chaîne, on cherche à développer notre power photo, c'est-à-dire qu'on cherche à agir en conscience, c'est-à-dire on est en mesure de prédire les résultats que l'on va obtenir à partir des réglages qu'on implémente sur notre boîtier notamment. Alors, la première chose à comprendre, c'est que la profondeur de champ, souvent, on l'associe à la maîtrise du diaphragme de l'objectif. Parce qu'effectivement, donc l'objectif est constitué d'une série de lentilles et d'un autre élément que l'on appelle le diaphragme. Donc souvent, on fait l'analogie entre le diaphragme et l'iris de l'œil, parce que l'iris de l'œil, suivant la luminosité, eh bien, se dilate ou se contracte. Donc lorsque le, le diaphragme est complètement ouvert, donc on a une ouverture de slip, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière qui traverse l'objectif et qui parvient au capteur. Et à l'inverse, lorsqu'on a une ouverture de diaphragme minimale, eh bien ça signifie qu'il y a peu de lumière qui va parvenir au capteur. Mais l'incidence de ces deux réglages, c'est que ça va bien sûr impacter cette fameuse zone de netteté. Alors justement, ce que je te propose pour illustrer cette première tactique pour maîtriser la profondeur de champ, tu vas voir qu'il y a d'autres tactiques, hein, eh bien c'est justement de faire une série de photos où dans un premier temps, je vais simplement faire varier l'ouverture de diaphragme. C'est-à-dire que je vais conserver le même cadrage, mais je vais choisir l'ouverture de diaphragme maximale que me permet cet objectif, en l'occurrence de 8, et après je vais faire une deuxième vue ce coup-ci en utilisant l'ouverture minimale que me permet cet objectif, en l'occurrence f22. Alors ici, pour rappel, on se situe au dernier étage de ma maison, donc j'ai une fenêtre qui donne sur les toits environnants, et donc justement je vais viser la cheminée de la maison qui se situe
en face de ma maison, donc de l'autre côté de la rue, et tu vas voir que, eh bien, en changeant la profondeur de champ, tu vas pouvoir constater l'impact justement sur cette zone de netteté. Donc comme tu peux le voir, bien sûr, le focus, je l'ai fait sur la cheminée, donc dans les deux photos, la cheminée est nette, mais la différence, c'est que lorsque je suis sur la plus petite ouverture, donc qui correspond à ça, hein, vraiment simplement un petit trou, j'allais dire, eh bien, la zone de netteté s'est étendue. Et en l'occurrence, on peut identifier les tuiles du toit qui se situent derrière cette fameuse cheminée. Donc voilà pourquoi, dès qu'on parle de maîtrise de la profondeur de champ, on l'associe à l'ouverture de diaphragme parce que c'est l'une des façons les plus simples, les plus instinctives quasiment pour maîtriser cette profondeur de champ. Alors la chose importante à savoir lorsque on parle de profondeur de champ, c'est que cette fameuse zone de netteté, hein, quelle que soit l'ouverture que tu vas adopter sur ton objectif, que ce soit une grande ouverture, donc c'est-à-dire avec une petite zone de netteté, ou une petite ouverture de diaphragme, donc qui va donc produire une grande zone de netteté, cette zone de netteté, qu'elle soit petite ou grande, ne se répartit pas uniformément par rapport à l'endroit où tu as fait la mise au point. C'est-à-dire que là, j'ai fait la mise au point sur la cheminée, mais si tu imagines la zone de netteté, eh bien, si tu veux, faut te dire qu'à peu près le tiers de cette épaisseur là de zone de netteté va se situer devant la cheminée, devant l'endroit où j'ai fait l'autofocus, et les deux tiers vont se situer derrière l'endroit où j'ai fait l'autofocus. Tu vois, hein, c'est-à-dire que c'est pas 50%. Enfin, c'est pas 50-50. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 50% de cette bande dans laquelle les informations sont nettes qui se situe devant l'endroit où on a fait l'autofocus, c'est-à-dire dans ma direction, et 50% derrière l'endroit où on a fait l'autofocus. Hein. Ça, c'est essentiel de savoir que, en gros, c'est le tiers se situe devant l'endroit où on a fait le point et les deux tiers derrière. Hein. C'est très important, notamment lorsque tu fais des photos de groupe ou lorsque surtout tu veux détacher ton sujet de l'arrière-plan. Donc à l'instant, on a vu la première tactique qui visait à contrôler la profondeur de champ, donc la maîtrise du diaphragme de l'objectif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une autre série de tactiques pour maîtriser la profondeur de champ. L'une de ces autres techniques, c'est en fait de varier la focale avec laquelle on fait les photos. Là, en l'occurrence, j'ai monté un 70-200. Donc là, je vais faire un autre exercice. Toujours en priorité ouverture, ce coup-ci je vais travailler sur toute la série de photos que tu vas voir, je vais travailler à 2.8 et je vais faire 3 photos. Une photo à 200 mm, donc qui est l'ouverture, enfin qui est la focale maximale que me permet cet objectif. Voilà. Maintenant je vais faire une autre photo à 70 mm, c'est-à-dire que déjà ça cadre beaucoup plus large. Toujours à 2.8. Et maintenant, je vais faire une troisième photo en utilisant mon 24-70. Alors comme j'ai déjà fait une photo à 70 mm, ce coup-ci, je vais faire une photo à 24 mm. Tu vois que ça va cadrer beaucoup plus large, mais tu vas aussi pouvoir constater l'impact sur la zone de netteté. Donc, encore une fois, j'ai fait le point sur cette fameuse cheminée qui se situe en face de ma fenêtre. Alors, comme tu peux le voir sur cette troisième photo, étant donné qu'il s'agit d'un 24 mm, donc d'un grand angle, on voit même bien sûr les bordures de ma fenêtre. Alors l'intérêt de cette petite manipulation, c'est de te faire voir que la focale impacte également sur la profondeur de champ. C'est-à-dire que concrètement, plus tu utilises une grande focale, c'est-à-dire une ouverture grand angle, telle que 24 mm, plus en fin de compte, tu as, à ouverture égale, une zone de netteté étendue. Par contre, à 200 mm, à f de 8, c'est-à-dire à l'ouverture, à la plus grande ouverture que permet
ce téléobjectif, eh bien la zone de netteté était réduite. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que plus on utilise une longue focale, donc plus on utilise une focale qui zoome, entre guillemets, pour dire vulgairement les choses, plus cette zone de netteté, la profondeur de champ, va être restreinte. Donc jusqu'à présent, on avait vu que pour maîtriser la profondeur de champ, on pouvait utiliser le diaphragme de l'objectif. On a vu que la focale que l'on emploie pour faire la photo a un impact également sur la zone de netteté. Concrètement, si tu veux une information, une photo descriptive, c'est-à-dire avec beaucoup d'informations nettes, vaut mieux privilégier dans la mesure du possible plutôt une focale qui cadre en grand angle par rapport à un 200 mm ou un 300 mm. Maintenant, on va voir autre chose, c'est la distance du sujet par rapport à l'appareil photo. Et on va voir que à ouverture égale, à focale égale, eh bien l'arrière-plan va être bien sûr plus ou moins net. Suivant que le sujet est près ou éloigné de nous, eh bien cette zone de netteté va être différente, quand bien même on utilise la même focale, quand bien même on utilise la même ouverture. Alors pour illustrer mes propos, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux photos, cadrées dans le même axe. La première cheminée se situe à peu près 2,50 m de l'endroit où je me situe, donc tu vois que c'est vraiment juste à côté. Et la deuxième cheminée, qui est dans le même axe, qui est quasiment alignée, se situe par contre à une trentaine de mètres. Et tu vas voir que l'arrière-plan est radicalement différent. C'est-à-dire que dans une première photo, l'arrière-plan sera flou, et dans la deuxième photo, tu verras que l'arrière-plan, bon, en l'occurrence les vignes couvertes de neige, eh bien, sera identifiable, sinon net. Donc dans les deux photos, évidemment, j'utilise la même ouverture, hein. Donc là, je me décale un petit peu, je fais la mise au point. Alors, sur les deux photos, on voit bien les deux cheminées, hein. Sur la première photo, tu vois en arrière-plan une cheminée qui est floue, qui n'est pas identifiable, et bien, enfin qui est partiellement identifiable. Et bien, dans la deuxième photo, c'est sur cette cheminée que j'ai fait la mise au point. Et au premier plan, donc sur la gauche, eh bien, tu vois un tuyau de cheminée qui est flou, et bien c'est la première cheminée sur laquelle j'ai fait la mise au point. Donc tu vois que sur ces deux photos, eh bien le fond est radicalement différent. La première photo, clairement, il est flou, pas identifiable, alors que dans la deuxième photo, alors que j'utilise la même ouverture, la même focale, eh bien il est partiellement identifiable, hein. On voit bien que c'est des champs, enfin ça semble être des champs, des cultures, etc. Bon, moi je sais que c'est des vignes couvertes par la neige, mais enfin voilà. Donc je récapitule, jusqu'à présent on a vu que pour maîtriser la profondeur de champ, on peut jouer sur l'ouverture de diaphragme de l'objectif, on peut jouer sur la focale que l'on utilise, et ce qui est également déterminant, c'est la distance du sujet par rapport au boîtier. Donc la suite logique, c'est que la quatrième façon de contrôler la profondeur de champ, eh bien, c'est la distance qui sépare le fond du sujet. Alors pour illustrer ce quatrième point, je vais utiliser encore une fois ce que j'ai à disposition, en l'occurrence des cheminées. Alors là, dans cette direction, j'ai trois cheminées, étagées sur trois plans. La première cheminée se situe à 2,50 m et la deuxième cheminée à peu près 5 mètres, et la troisième cheminée à 6 mètres. Alors cette succession de plans va me permettre d'illustrer donc ce fameux point. C'est-à-dire que dans la première photo, je vais cadrer la cheminée qui est immédiatement devant moi, et on va voir que l'arrière-plan, qui est en fait le mur, enfin les briques de la troisième cheminée, va être flou. Dans la deuxième photo, je vais photographier la deuxième cheminée, et on va voir que la troisième cheminée, les briques de la troisième cheminée sont nettes. Ce qui est normal, puisqu'en fait la deuxième cheminée est simplement 1 mètre à peu près par rapport à moi, hein, devant la troisième cheminée. Donc pour rappel, bien sûr, je vais travailler avec la même ouverture, en l'occurrence de 8, hein. Mais tu vas voir que suivant que le sujet est près ou non du fond, eh bien tu vas voir que la zone de netteté diffère, hein.
Alors sur les deux photos, qui sont cadrées à peu près de la même manière, mais simplement la mise au point diffère, l'idée c'est eh bien, de te faire voir que suivant l'endroit où je fais ma mise au point, eh bien, l'arrière-plan, bon, en l'occurrence ici qui est constitué par une texture de brique qui correspond à à cette fameuse troisième cheminée, eh bien, est plus ou moins net. Donc ça te permet de constater que, par exemple, si tu photographies une personne, par rapport au fond, suivant que tu lui dis de faire un ou deux ou trois pas dans ta direction, eh bien l'arrière-plan sera plus ou moins net. Donc voilà les quatre techniques qui nous permettent de maîtriser la profondeur de champ. Donc encore une fois, je me répète, la gestion du diaphragme de l'objectif. Deuxième point, la focale que l'on emploie. Troisième point, la distance de l'appareil jusqu'au sujet, le sujet que tu photographies. Et quatrième point, donc la distance du sujet que tu photographies par rapport au fond, par rapport à son environnement si tu préfères. Et tu vois que dans ces quatre cas, souvent avec les mêmes réglages, c'est-à-dire soit en utilisant la même ouverture et ou en utilisant la même focale, eh bien tu vois que pour autant, la zone de netteté est radicalement différente. Alors, pour conclure, je dirais que en ce qui concerne la maîtrise de la profondeur de champ, la difficulté vient de l'appréciation de cette profondeur de champ au moment de la prise de vue. Parce que en général, sur tout ce qui est réflexe, la visée se fait ce que l'on appelle à pleine ouverture. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque je cadre à l'aide de mon boîtier, mon réflexe, en réalité, l'objectif est toujours à pleine ouverture. Et c'est seulement au moment où je déclenche, c'est-à-dire où je fais effectivement la photo, que l'objectif prend sélectionne l'ouverture de diaphragme que j'ai précédemment sélectionnée ou que le boîtier a lui-même déterminé suivant le type de prise de vue. Donc c'est ce qui explique que parfois, lorsque on fait la mise au point, on a du mal à apprécier la profondeur de champ qu'on va obtenir sur notre image. Bah, tout simplement parce qu'au moment où l'on cadre, on est, encore une fois, à l'ouverture maximale que permet l'objectif. Alors pour pallier à ça, eh bien, il faut apprendre à utiliser ce que l'on appelle la fonction testeur de profondeur de champ. Bon, en l'occurrence sur les boîtiers Pentax, c'est un petit levier là qui se situe à côté du déclencheur, donc c'est très pratique. Bon, je sais que sur d'autres marques c'est différent, hein. Je sais que des fois il faut appuyer sur un bouton, etc. Mais enfin, c'est très important d'apprendre à utiliser, à mettre en œuvre cette fonction, parce que c'est ça qui, au moment où tu cadres, suivant l'ouverture que tu as sélectionné ou que le boîtier a déterminé, eh bien c'est en mettant en œuvre la fonction testeur de profondeur de champ que tu vas pouvoir observer de visu si la profondeur de champ correspond à ton intention. Donc c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à mettre en œuvre cette fameuse fonction. Donc ça, pour ça, il n'y a qu'une seule façon, puisque bien sûr vous êtes tous équipés de marques différentes, eh bien c'est de consulter le manuel de votre appareil photo et de voir quelle est la façon de mettre en œuvre cette fonction, eh bien pour constater au moment du cadrage quelle va être la zone de netteté, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui va être inclus, qu'est-ce qui va être identifiable dans ma photo. Donc une fois de plus, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire en dessous de cette vidéo eh bien, pour commenter mes propos, c'est-à-dire que si tu connaissais tout ou partie de ce que j'ai exposé, tu peux également y apporter des informations complémentaires si tu le souhaites, ça pourra que aider les autres à avancer. Si tu connaissais pas tout ou partie de ce que je viens d'expliquer, je t'invite surtout à le mettre en œuvre, à le tester par toi-même. C'est la meilleure façon de toute façon d'ingérer réellement l'information et tu verras que tôt ou tard, ça t'aidera, c'est évident. Et là aussi, après avoir mis en application ce que j'ai énoncé, n'hésite pas également à donner ton ressenti, ton retour, hein. Si tu rencontres des difficultés, là aussi, signale-le en dessous et puis bien sûr, j'essaierai de t'aider. Donc à l'attendant, fais de belles photos, reste curieux et nous, on se dit comme d'habitude, à dans une prochaine vidéo. Allez, salut!